Après 5 chapitres introductifs, nous voici avec le premier chapitre à partie de Jojo Lands, nommé Guérilla en pleine jungle. Pour vous résumer à nouveau tout ce qu'il s'est passé, Paco trébuche et tout le monde remarque que le diamant est tombé, tout comme le reste des objets volés, et qui semblent se rassembler autour du morceau de lave. En voulant ramasser le diamant, Jodio se retrouve piégé par le même fil que dans la villa. Les chats sont passés à l'attaque. Dragona se fait transpercer et Usagi s'enfuit seul avec le butin. Buongiorno à tutti, ici Red et aujourd'hui avec Mike on va parler de tout ce qui se passe autour du chapitre 6 de Jojo Lands. Ils convergent tous vers cette lave, voilà la vraie valeur de cette dernière. À quelques mots près, voici les paroles de Dragona nous dévoilant la véritable spécificité de la lave, faire converger les richesses vers elle. Bon, la façon de l'introduire au chausse-pied, de manière alambiquée et surtout sans vraiment toujours savoir ce qu'est le morceau de lave, toute cette révélation sonne un peu comme si elle avait été obligée. Mais hormis cela, la découverte laisse en suspens d'intéressantes pistes à l'avenir. Déjà d'une, le parallèle peut être très facilement fait au mécanisme et à la capacité de l'influencer par l'apport de l'argent vers la lave. De ce fait, ce morceau serait-il capable de contrôler le mécanisme à la manière de Wonder of You avec la calamité, ou de la rediriger à une certaine échelle à la manière de Love Train avec la chance? Mais s'il y a bien un aspect qui n'est pas abordé et qui n'a pas été vraiment abordé, c'est l'origine et la source même de cette lave. À cette échelle d'origine pure de l'élément anormal à travers les parties du deuxième univers, de nombreux parallèles sont possibles. D'où venait la chance qui aurait permis de protéger les Amériques? Du corps du Christ? D'où venait la calamité qui a provoqué les murs qui voient et le Rocafree? Putain, quelle partie compliquée. Quoi qu'il en soit, tout a une source, et cette lave aussi. Il s'agit bien évidemment des volcans. Mais du coup, est-ce que la lave obtient ses propriétés après sa solidification, ou la possède-t-elle bien avant? Si la lave liquide possède déjà son pouvoir d'attraction, le volcan et toutes les veines magmatiques qui la composent sont sûrement imprégnées de ces mêmes capacités. Et alors, plus rien ne pourra arrêter ce qui arrive à contrôler ce phénomène, et avec lui, le mécanisme tout entier. Parlons maintenant de November Rain qui a eu le droit à un redesign complet seulement 6 mois après le début de la partie. Son visage n'a pas énormément changé mais sa déco très palmier est désormais orientée vers l'intérieur et vers le haut au lieu du look plus naturel auparavant. Sa petite excroissance est désormais plus arrondie que longue et forme une sorte de dard et c'est à peu près tout. Bon ok, je sais que tout le monde s'en fiche, donc c'est pour ça qu'on va parler d'une nouvelle utilisation du pouvoir sous forme de barrière protectrice qui enveloppe nos héros. Que peut-on dire de plus, allez-vous me dire? Eh bien c'est un constat général que j'ai fait depuis Jojo Lion, voire même Steel Ball Run, c'est que le lien entre le stand et son manieur a été fortement négligé, voire oublié au fil du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le fil a transpercé avec une grande aisance Dragona aux hanches. Et on se rappelle qu'un stand est physiquement lié à son manieur, et vice versa. Donc pourquoi pas juste... Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Ça fait plus de 10 ans dans Jojo que les stands ont oublié que leurs dommages étaient ensuite portés à leur manieur, à une ou deux exceptions près évidemment. Et là, il dévoile son stand tranquillement et surtout sa barrière ne protège que lui et son groupe et pas le corps de son stand. Donc heureusement qu'en face ce ne sont que des chats. Guérilla dans la jungle donne l'impression qu'une confrontation directe entre l'équipe de voleurs et le gang de Félidé est inévitable. Et nous avons même encore la démonstration des capacités du fil qui semble bien plus versatile que prévu. D'abord vu dans la villa à attaquer la cheville de Paco et le poignet de Dragona, ces fils démontraient la simple capacité à se nouer sur eux-mêmes infiniment jusqu'à disparaître et être aussi résistants que de l'acier. Mais lors de ce chapitre, ils sont montrés capables de bien plus que cela. Assurément maniés avec une grande intelligence, les fils sont montrés capables d'interagir entre eux, de se nouer, de se coudre à une cible et même entre cibles, comme démontré avec Paco et Dragona, et même de servir de piège, comme avec Jodio, montrant avec cela que les fils peuvent avoir une taille variable, encore indéfinie, passant de simples fils d'une dizaine de centimètres à un long fil de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Bien que semblant agir avec une volonté propre, le manieur n'étant pas encore connu, il ne semble pas que les fils soient un stand automatique. Leur maniement et leur intelligence n'en seraient que limités en vue des utilisations à l'avance de ces derniers avec le piège. Le manieur semble donc avoir l'entier contrôle de son stand et sait comment l'utiliser amplement.
Bien qu'il semble que la faiblesse première des fils ne soit de les rendre plus lourds et donc incapables de se mouvoir, ces derniers flottant dans l'air pour filer vers leur cible et se nouer à eux, leur plus grande faiblesse fait aussi leur plus grande force, leur légèreté et leur finesse. Si bien utilisé, un fil peut aller n'importe où et faire n'importe quoi. Et il est assuré que sans aide extérieure, cette guérilla semble très mal partie pour nos jeunes voleurs. Enfin, parlons d'Uzagi qui éveillait déjà des soupçons dès sa première apparition dans le premier chapitre, qui pour beaucoup semble se confirmer. D'un coup d'un seul, alors que Jodio était pris au piège et que Dragona a gravement été blessé, toutes les richesses volées ont disparu et au loin, la voiture démarre et s'en va. Alors, on nous avait prévenu, mais la question que je me posais, est-ce que finalement il n'y a-t-il pas d'autres possibilités? Et si Uzagi n'était pas un traître? Du moins de la manière qu'on l'entend. Ce qui me fait dire ça, c'est que finalement on n'a aucune case où Uzagi est visiblement en train de fuir. Tout a disparu d'un coup et aucun conducteur n'est identifiable au loin. On apprend cette information par la vision d'un personnage, comme pour le chat avec Uzagi finalement, bien que ce soit déductible bien plus aisément. Et donc possibilité numéro 1, si on avait affaire à un nouvel ennemi qui aurait fait croire à la fuite d'Uzagi en l'enlevant le diamant, les roches et lui. Ou alors il y a une dernière possibilité, il a pensé à la mission en laissant ses coéquipiers derrière lui. Il veut juste accomplir ce qu'on lui a demandé, ce qui en fait un traître, mais pas trop. Bon, il est temps de conclure et on vient d'analyser, voire de suranalyser un chapitre qui n'en avait pas besoin à cause de ce partie 1. Et oui, comme je l'ai dit, ce chapitre se nomme Guérilla en pleine jungle, partie 1. Et donc va s'étendre sur peut-être 3-4 chapitres grand max. Donc on installe une situation sans vraiment nous parler de détails comme le mécanisme ou les roches volcaniques et c'est bien normal. L'histoire n'est pas mise en suspens non plus, puisqu'on va apprendre un peu plus sur le chat, Uzagi ou même le reste. Et Jojo a gardé des codes du shonen avec des confrontations fréquentes qui vont créer des sous-intrigues tout en influant sur le principal. En tout cas, je vous remercie d'avoir vraiment suivi la vidéo et je remercie encore une fois Mike pour sa participation. On va évidemment tous se retrouver dans environ 2 semaines pour le chapitre 7, à voir si on a un cliffhanger insoutenable à la fin plutôt que cette fin random pour un chapitre beaucoup trop court. Grazie mille, c'était Red Plus et Mike Damer. Arrivederci.